Coucou les gens, on vous a manqué, bon désolé pour la semaine dernière, vous savez on traverse une crise sanitaire et du coup il s'est passé des choses. Mais nous voilà, tout le monde est en pleine forme, ne vous inquiétez pas. On commence parce que je sais pas si on avait parlé du lancement des soldes, mais il y a encore plein de soldes. C'est pour ça que malgré les nombreuses sorties, il y aura moins de jeux en démonstration. Donc il reste plein de soldes et avis aux Toulousains et uniquement aux Toulousains, on a même sorti quelques jeux de démo, donc venez farfouiller tout ça. On en a plein les placards. Ouf. Alors, regarde. Oh, Vabank. Vabank, c'est trop bien. Ah Vabank. ouais, Vabank c'est bien. Vabank, c'est trop bien. Deep Madness combien? 20% sur Deep Madness, non? Ouais, mais moi c'est Néoville. Je suis trop triste que ce soit pas parti dans les... Ouais. Baptiste, War of Whisper. War of Whisper. Château Badabou. Ah oui, d'accord, il y a plein de choses. T'as qu'à les prendre, ça me fera de la place. Alors, quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf? Je crois que de mémoire, il y a 47 trucs. Oh. Donc on commence par les retours en stock. Bon, ça c'est pas réellement un retour en stock, enfin je crois que ça faisait genre un an qu'on en avait plus. C'est les tapis pour les puzzles. Donc voilà, c'est reviendu. Les tapis pour les puzzles, pour arrêter de faire votre puzzle et gagner de la place. Et surtout, maniaque que je suis, vous savez ce que ça fait trop bien les tapis puzzles? Vous savez quand on fait des puzzles, il y a toujours de la poussière là qui se J'en partout, étais sûr que t'allais dire ça. qui rentre dans les rainures, du bois qui se dépose partout. Et ben ça l'absorbe, ça reste collé à la sorte de feutrine du tapis. C'est reviendu, le voilou. Les retours en stock, qu'est-ce qu'il y a? Il y en avait tellement, ça déborde que je sais même plus. Allez, petit retour en stock, Boss in Space. Boss in Space. Le jeu coopératif façon Space Invaders, enfin reviendu. Oui, je vais dire reviendu toute la vidéo, vous allez en avoir marre. Et c'est tout. Et après, bon. Non, je garde le meilleur. Ouais, je sens que t'as envie d'en parler plus. Il y a Spirit Island qui est revenu en stock. Vous savez, le jeu moult fois retardé, un des ratés de Noël. Un excellent jeu coopératif, pas réellement du deck building où vous allez plutôt gérer votre main de cartes pour en acheter des nouvelles au fur et à mesure de la partie. Vous incarnez des esprits et vous protégez votre île des invasions de colons. C'est extraordinaire. Si vous ne connaissez pas, jetez-y un œil. Vous allez voir, vous savez où c'est que les humains vont venir, vont construire des villes, etc. C'est d'une richesse incroyable. Est revenu en stock sa première petite extension de branches et de griffes. Je le dis bien, je le dis bien. Et normalement est arrivée la première grosse extension. Mais on les a toutes vendues. Mais on en reçoit d'autres la semaine prochaine. Terre fracturée, c'est ça? Terre fracturée. Donc je suis désolé, je peux pas vous la montrer. Plein de nouveaux esprits. Vous savez quoi? J'ai même pas vu la boîte. Et ton badge il s'est retourné? C'est un badge qui m'a fait team. Je suis Rachel, je gère le rayon des jeux bien. Je vous montre pas le rayon des jeux pas bien. Bon, un retour en stock. Bah voilà. On tomber les boîtes. Twisted Fables, un jeu à deux de deck building, d'affrontement asymétrique, un deck building exigeant. Et c'est pas la première fois que je vais vous le dire dans la vidéo, il y a un autre excellent jeu de deck building, mais on en parle plus tard, dans lequel vous allez pouvoir incarner la petite sirène, le petit chaperon rouge, ou le chaperon rouge? Le chaperon rouge. Deck building classique, vous piochez non pas 5, allez 6 cartes du paquet, et vous allez pouvoir faire plein de choses avec vos cartes. La plupart des cartes, c'est des cartes de base, qui vont vous permettre de vous déplacer, une petite piste, vous allez pouvoir attaquer, vous défendre, et si vous attaquez à 1, et si vous défendez à 2, vous gagnez 3 points de pouvoir pour venir acheter des nouvelles cartes. Mais vous n'achetez pas des cartes dans un marché, si les cartes de base. Vous achetez vos propres cartes, vous avez 3 piles, et vous allez pouvoir acheter la carte, la carte du sommet d'une des 3 piles. Et ça fait des parties très variables, vous allez pouvoir choisir de vous spécialiser dans cette technologie-là, dans celle-là. Et ces cartes, elles sont spéciales, parce que si vous voulez pouvoir les activer lors de votre prochaine pioche, il faudra les sortir avec la bonne carte de base, avec la bonne carte attaque, avec la bonne carte défense, avec le bon déplacement. La gestion du déplacement est super importante. Vous allez pouvoir taper au corps à corps, vous allez pouvoir taper à distance, donc vous avez intérêt à vous éloigner si vous êtes face à quelqu'un qui bourrine. Les decks sont vraiment ultra personnalisés, j'adore celle qui pourrit le deck de l'autre. Donc le petit chaperon rouge, vous allez foutre des poisons dans le deck et chaque fois qu'il en pioche, il perd des une vie. C'est extraordinaire, ça revient pas tout seul, ça revient avec une double extension. Une double extension. Je fais que des bêtises. Il y a trop de jeux. Il y a trop de jeux. Avec, Trop de jeux. Double extension, 4 personnages supplémentaires.
Pour les gens qui se demandent, moi je trouve que ça apporte pas grand chose, mais ce tirage-là, il y a encore les figurines qui sont offertes dès que vous achetez la boîte. Mais il y a une nouveauté avec Twisted Fables. Il y a, parce que pourquoi si à Sidec, pourquoi on peut y jouer qu'à 2? Pourquoi on peut y jouer qu'à 2? Parce qu'il n'y a que 2 plateaux joueurs. Et donc là, vous avez une petite extension qui vous permet de jouer jusqu'à 4 avec le matériel supplémentaire pour les autres joueurs. Reflet. Comme ça? Ah ouais, d'accord. Comme ça? Ok, ouais, donc ça transforme le 1 contre 1 en 2 contre 2, quoi. Exactement. On peut faire la technique du troll, peut-être. Du troll à 3 têtes, c'est ça? Ouais. Pour les retours en stock, sachez que c'est tout. Allez. Troll à 2 têtes. Ah, troll à 2 têtes. Simon n'est pas là. Bon, alors on peut médire de Simon, mais on peut médire de Simon même quand Simon il est là. Allez, encore un caprice de Simon. Munchkin Bob l'éponge. C'est de la VO. Donc si vous voulez vous faire plaisir, en plus il va falloir que ça soit SpongeBob. SpongeBob. Munchkin Bob l'éponge. Sérieusement, Simon? Hein? Munchkin les Simpsons, Munchkin Rick et Morty, on les connaît tes goûts, c'est bon, pas la peine de nous les imposer. Voilà. Allez, on va pas faire du statique, on va se balader. Est-ce qu'il y a des jeux pour enfants? Oui, il y a Animetra. Oh. Animetra, un jeu pour enfants d'Anthony Perron. Anthony Perron, l'auteur de Forms, big up à toi. Big up à toi. Et l'auteur de Dive aussi, qu'on avait bien aimé. Animetra, c'est un jeu de quoi? C'est un jeu d'estimation de taille. Il va y avoir des petites cravates en tissu vachement mignonnes. Vous allez en mettre une au centre de la table. Alors j'en montre une pertinente pour notre... Voilà, ça sera celle-là au centre de la table. Et vous, les joueurs, vous allez vouloir ramasser les pommes qui sont dessus. Les rouges, elles valent 3 points, les jaunes, elles valent comme point. Comment ça va se passer? Vous avez 3 cartes dans votre main. Et durant la partie, vous allez devoir jouer 9 cartes. Alors je vais jouer une carte, et je vais repiocher. Mais le suivant, soit je peux créer une deuxième colonne, ou voire une troisième un peu plus tard, soit je peux jouer sur la tête du précédent. Elles sont chouettes, hein, les cartes. Hein. Tiens, je vais jouer comme ça je parle de plein de trucs. Et ensuite, une fois que les joueurs ont fait ça, on va regarder à la fin de la partie si je ramasse des pommes. Mais pendant la partie, j'ai pas eu le droit d'amener la réglette. Et ici, on va regarder... Oh bah, je sais pas viser. La souris, elle arrive ici, en face de 0 pommes. Vous essayez d'arriver en face des pommes, en sachant que, en plus, quand vous arrivez en face des prédateurs, vous avez peur, vous devez perdre des pommes. Les pommes qui sont coincées dans les arbres, il n'y a que les souris qui sont assez petites pour les ramasser. Donc les souris sont assez petites pour les ramasser. Les hérissons, je vous en ai pas montré. Les hérissons, eux, ils n'ont pas peur des prédateurs. Ici, un petit hérisson. Oh, trop choupi. Et le lapin, quand il ramasse, vous choisissez s'il ramasse à la hauteur de sa tête ou à la hauteur de ses oreilles. Et vous essayez comme ça d'être plus riche. Il y a un travail quand même qui est fait, où tous les personnages, je me suis éclaté à essayer de faire des familles et tout. Ils sont tous différents. Ça, c'est chouette d'avoir des illustrations à chaque fois différentes. On a envie de brasser tout le paquet. Ouais, c'est ça. Mais ça fait comme dans les 7 familles. Qui n'a jamais fait quand il était petit ses frises de 7 familles? Ah ouais, c'est clair. Il y a, alors là, ça c'est les règles de base. Il y a des règles avancées avec un mode coopératif. Vous voyez en haut des illustrations, il y a des aigles. On va essayer de ramasser le nombre de pommes qui est imposé par la carte, en sachant qu'en fonction du nombre d'aigles apparents, non recouverts, vous pourrez ou pas communiquer. À vous de faire au mieux. Non, ça, donc on peut jouer en coop, on peut jouer en compète. À partir de quel âge tu dirais? 5 ans. 5 ans. Parce qu'avant, il y a quand même les capacités de 3 personnages à retenir. Je sais pas si tu peux jouer sans. Oui, tu peux jouer sans. Mais moi, ce que je me dis, en fait, quand j'ai joué à ça, je suis très mauvaise à ça. J'ai pas le compas dans l'œil. C'est une expression, avoir le compas dans l'œil. C'est parce que mes parents, ils m'ont pas fait jouer à ça. Voilà. Allez, on fait un tour. Je sais pas. Il faudrait que je jette les boîtes au fur et à mesure qu'on en a parlé. Un petit smart game. Ah ouais. Smart game. Et celui-là, moi, ça m'intrigue. Parce que j'adore les trucs de logique. J'adore les Picross, mais je crois que vous le savez si vous regardez cette chaîne régulièrement. Et il y a un petit peu de cette logique-là. Donc j'aime aux logiques. Il y a 80 défis, du plus facile au plus difficile. Il vous faut, dans cette croix qui est vide au départ, trouver l'emplacement unique du diamant rouge. Alors vous allez avoir une mise en place comme ça qui est faite, ça c'est le niveau facile, on vous place déjà des pierres. Les pierres, elles ont plusieurs attributs. Elles sont d'une certaine couleur, jaune, vert, bleu ou orange. Elles ont une forme, elles sont rondes, carrées ou triangles. Et vous allez remplir celles qui sont déjà prises. Et les suivantes, vous allez avoir des indications sur là, c'est triangle. Ah oui, mais j'ai déjà placé mon triangle rouge, j'ai déjà placé mon triangle jaune. Ok,
c'est le triangle bleu par déduction. Des fois, ça va vous donner des indices de couleurs, D'accord. etc. Et en complétant tout, il va vous falloir que vous trouviez le seul emplacement sur lequel vous ne savez pas quoi mettre. Ça, J'ai pas compris le jeu de mots par contre, la gémologique, c'est quoi? Il y a un jeu de mots ou non? j'ai pas étudié le jeu de mots. D'accord. Gémologique. J'aime la logique. Ouais, j'ai pas. Ouais. Après, ça a l'air chouette. Logique, mais c'est peut-être une mauvaise traduction. Ça a l'air de ressembler un peu à Columbus Egg dans l'esprit, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais j'adore pour moi, c'est la logique pure, tu vois. C'est pas la logique détournée comme le reste de la gamme Smart Game. Moi, j'aime beaucoup ça. Oh, des X-Trays. Des X-Trays, comme on appelle ça, des petits distributeurs de ressources. Ah, ben, d'ailleurs, c'était notre question quand on les a reçus, j'en sais rien. Donc, c'est des petits distributeurs de ressources en plastique avec leur couvercle. Un peu comme ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de Wingspan. Ouais, des simples et des doubles avec un séparateur. Ici, avec un séparateur. On se demandait, vous, si vous achetez ça, et je comprends que vous achetez, est-ce que c'est plus. Vous l'avez sous votre table basse et quand vous jouez à un jeu, c'est pour vous faciliter la mise en place, ou est-ce que vous les coincez définitivement dans vos boîtes de jeux? Ouais, pour optimiser le rangement, tu veux dire. Et la mise en place surtout. Parce que les sachets, c'est bien pour ranger, mais quand il faut faire la mise en place, oh là là, cette flemme des fois. Les extensions, un nouveau Marvel Champion avec Vision. Vision, sa particularité, c'est qu'il va pouvoir changer sa forme. Est-ce qu'il est dense ou est-ce qu'il est... Il est cool ce héros en plus, son univers est très bien. Ouais. J'ai hâte. Il a vachement changé de design au fur et à mesure des années. Ouais. Vision. À ses débuts, il était bien ringard quand même. C'est ce qui a le plus mal vieilli en termes de design. Extension. La vie de May, tiens, tu l'as devant là. Ah ben voilà. L'extension de Au creux de ta main. Un jeu où on faisait deviner à son partenaire de jeu une carte un petit peu à la Dixit en lui faisant des sensations alors qu'il avait les yeux fermés avec différents objets. Le problème, c'est qu'il y avait une équipe en face qui allait parasiter le souvenir, qui allait choisir une carte pour que votre partenaire de jeu se trompe. Et ça racontait, il y avait un background. Quand même, un quoi? Un background. Oh yeah. Il y avait un fond narratif. C'était l'histoire d'un enfant qui fouillait le grenier et qui trouvait des souvenirs de son grand-père. Et bien dans La vie de May, c'est la compagne de Léon, le grand-père. Et donc c'est des cartes qui vont raconter sa vie. Et ça apporte deux nouveaux objets. Une sorte de pompon, attraper le pompon, une pince à épiler. On va pouvoir faire des sournoiseries. Il y a un traître, je peux pincer mon partenaire de jeu. Eh ben tiens, vous savez quoi? On le range, ça sera ça de moins rangé. Et voilà. Ouais, un truc de moins qui tombe. Un truc très attendu, j'imagine. Ah ouais, ça je pense que ça va faire des émules. La seconde extension de Harry Potter, le jeu coopératif évolutif Bataille à Poudlard. Donc cette extension s'appelle Sortilège et Potions. Qu'est-ce qu'elle apporte? Des compétences en plus, mais surtout elle apporte un nouveau personnage. Elle apporte Ginny Weasley. Oh Ginny. Ginny. Moi je l'ai dit avec le ton de Jenny dans Forrest Gump. Oh tiens, c'est parce que je passe devant, parce que c'est dans le désordre, je suis désolé. Mais il y a un timecode si vous voulez pas me voir parler des trucs qui vous intéressent pas. Un jour, une dame nous a contactés, et j'ai oublié son nom. Je suis désolée, j'ai pas révisé, madame Léa, quelque chose. Elle nous dit, j'ai fait un jeu, etc. Je peux vous l'envoyer? Je lui dis, bah oui. Moi, je suis toujours partante pour tester des jeux. C'est un jeu pour ceux qui s'en mêlent les expressions françaises. Et ça, pour ça, je suis la reine. Encore un samedi, j'ai fait rire Simon d'en haut, parce que je lui dis, bah, c'est clair comme du pipi de chameau. Voilà. C'est un jeu d'ambiance dans lequel on va mettre une expression au centre de la table. Non, ça me fait pas rire. Tiens, dire des mensonges. Ouais. Et tous les joueurs vont avoir dans leurs mains 4 cartes début d'expression et 4 cartes fin d'expression. Et on va devoir créer une expression. Alors dire des mensonges, ça pourrait... Pardon. Ne pas mentir. Attendez, je veux vous créer quelque chose de beau. Non, je triche, je vais avoir un truc bien. Oh là 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 là. Mettre des bâtons dans l'assiette. Mais les autres joueurs ils vont pouvoir dire que c'est cracher dans le petit Jésus. Cracher dans le petit Jésus. Arrête de cracher dans le petit Jésus. C'est dire des mensonges. Et chacun va créer son expression comme ça, et il va y avoir un système de vote. Bien sûr, vous ne pouvez pas voter pour la vôtre, on sait que vous pensez drôle, mais quand même, et celui qui récolte le plus de votes marque des points. C'est loufoque, ça
Si vous... Qui n'a jamais mélangé ces expressions françaises me jette la première pierre moussue. C'est pas ça. Qui n'amasse pas de mousse. Ça, on en a parlé. 2070, partez à l'aventure. Un livre de chez Macaca. Un livre... 4 livres. Donc vous êtes le héros, donc vous pouvez le jouer à seul, à 2, à 3, à 4. Particularité, c'est que chacun... Alors là, on est dans un univers futuriste. Ça me fait penser à Cuvala. Non, mais c'est ça. C'est la même chose, mais dans un univers futuriste. Vous allez pouvoir Ça a de la gueule, hein. incarner un personnage de votre choix. Ben, vous allez vite voir. Si j'ouvre à la même page, on a exactement la même bande dessinée. Regardez. Voilà. Ok. Et on va lire ensemble une histoire. Et il va falloir que vous arriviez à sauver le monde, plus ou moins, comme d'habitude. Mais chacun de vos personnages a une capacité parfois, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, ça va vous amener un numéro, un autre numéro. Ben moi, si j'arrive à percer, je suis un cyborg, j'arrive à voir qui ment, je vais voir des numéros que vous n'allez pas voir. Et à moi de convaincre l'équipe de penser que c'est pertinent pour l'histoire. D'accord. Que ça va pas nous faire perdre du temps. Donc pendant un certain temps, je vais vous quitter, l'histoire de 2-3 bulles. Je reviens dans l'histoire principale. Peut-être que j'aurai eu des informations qui seront utiles à tout le monde. Quel âge ça? Enfant, ado, adulte? 10-12 ans quand même. C'est lecture... Pré-ado, quoi. Ouais. Bah en fait, venez voir. Il y en a 2 autres qui, je pense, sont plus enfants. Un par le thème Ouais, et... voilà, Kuala. Ouais, QLA, mais c'est trop bien ça. Ouais, Celui-là, il est trop bien. Ça, c'est cool, hein. Et là, ils ont mis à partir de 7 ans. Alors, il y a des îles, elles sont costauds parce qu'il y a vachement d'énigmes et tout ça dans celui-là. Il y a des îles qui sont simples, il y a des îles qui sont un peu tordues. Et Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est du 8-9 ans. C'est une enquête, une véritable enquête, un peu... C'est le Sherlock Holmes Détective Conseil que vous pouvez faire avec vos enfants. C'est très chouette, ça. Cette gamme-là, on aime beaucoup. Et hop. Ouais, Macaca, ils sont très bons, hein, de toute façon, pour tous ces... Ouais, t'as vendu de la BD, toi. Ah, ouais, j'adore. Macaca, très qualité. De quoi qu'on parle? Allez, parce que je vous l'ai pas dit, mais il y a du lourd, du très très lourd dans cette vidéo. On va aller parler d'Icos. Icos, ça. Quand j'ai joué à ça, j'ai dit à mes collègues, on a un petit Discord où on discute. Ça, c'est de la bombie, tu as dit. Moi, j'ai dit c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors, de quoi il s'agit, là? C'est un jeu d'enquête audio. C'est complètement unique. En fait, l'idée, c'est que vous allez avoir du matériel en début de partie. Vous n'aurez pas tout. Il faudra que vous ayez résolu certains bouts pour récupérer le reste des objets. Vous allez avoir des éléments devant vous, des objets sous forme de tuiles, des objets sous forme de cartes. Ce jeu se joue avec une application. Et qu'est-ce que vous allez faire à votre tour? Alors, si j'avais eu mon téléphone, mais dans les mains de Thomas, donc j'espère que la qualité vidéo et la qualité audio est bonne. Vous allez prendre votre application et vous allez pouvoir scanner un objet. Mais alors, pour le scanner, c'est smoothie, hein. Vous passez au-dessus, ça reconnaît immédiatement la carte. Et vous allez avoir des échos sonores, des souvenirs du passé liés à ça. Vous allez vous concentrer, vous allez écouter, vous allez essayer de mémoriser un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez discuter avec les autres et vous allez scanner comme ça tous les objets. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut que vous associez un de ces objets rigides avec 3 cartes et que vous les mettiez dans le bon ordre. Que vous recréiez une chronologie. Recréer une chronologie. Alors au début c'est l'enfer parce que vous avez l'impression que rien ne va avec rien, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. Au fur et à mesure des écoutes, c'est la même voix. Et regarde cette piste sonore en fond, ça va bien. Et une fois que vous avez aligné 4 objets que l'application vous dit, c'est ça, elle vous fait écouter la totalité de la piste. Parce que vous, il y a des éléments que vous n'aviez pas. Et cette totalité de piste, ça va vous aider à avancer. Et l'histoire à la fin, enfin la danseuse, c'est tout mignon, vous entendez des petits airs de danse et tout ça, mais c'est un drame de tous les jours, mais c'est effrayant. Il y en a d'autres. Alors l'Eclipse, Dixit Baptiste, parce que c'est le seul que j'ai fait, parce que les boîtes elles tournent tellement dans l'équipe, tellement on a trouvé ça génial que j'ai pas encore joué. C'est le Preuve de Baptiste. Le cocktail, j'ai lu le pitch, vous êtes... allez, une infiltration dans la mafia et vous allez entendre des bouts de ce qui se passe dans le bar. Trop bien, j'ai trop envie de le faire celui-là. À vous de trouver qui est le chef dont vous n'avez que le pseudo. À quel âge tu penses qu'on peut faire ça? Ouais, tu me poses des cols, toi. Parce que moi, il me met pas des pièges comme ça. Non, je sais pas. Darcy avait participé à Icos et elle a 12 ans. Et en plus, on l'avait joué en VO. Mais
Una pepita. Una pepita la Darcita. Ouais, bah, 12 ans quand même. 12 ans, Ouais, c'est au faisable, niveau hein. de la thématique, c'est pas trop sombre, c'est pas trop glauqui, Non. non? Non, parce que ça, tu l'as fait la danseuse. Ouais. Ça reste un événement, un mauvais concours de circonstances, on va Tout dire. à fait. Tout à fait. De quoi qu'on parle? Allez, un petit jeu à deux. Un petit jeu à deux. On se balade, on se balade. Tu me Oh. filmes de là? Ah Allez. ouais. Hello. Ah wimbawe, ah wimbawe, Oh Wimbawe, Wimbawe. Dans la jungle, Terrible jungle, le lion est mort ce soir. Alors, Awimbawe, c'est un jeu de pli à 2 joueurs, un jeu de Mathieu Roussel. Donc un jeu de pli dans lequel il va falloir que vous ramassiez des couronnes que vous voyez sur les cartes. Chut. Mais attention, vous perdez immédiatement la manche, la manche. La mancha. Et j'ai fait l'accent toulousain. Vous perdez immédiatement la manche si vous récoltez les 4 yens. Donc au bout d'un moment, il y a un petit côté jeu de pli classique de purée, tu me fous la ramasse, je vais m'arranger pour que tu ramasses toutes les yens. Jeu de pli classique dans lequel si je lance un marron, si tu as du marron, tu vas devoir le jouer. Alors sauf qu'on est comme dans une belote de comptoir. Ouais, c'est ce que À j'allais dire, devoir, ouais. ouais. C'est une belote de comptoir en fait, ouais. Ouais, j'ai des cartes, 4 cartes qui sont face cachée, qui sont recouvertes par 4 cartes face visible, donc que tu vois. Et pour accéder à cette carte-là, il va falloir que je libère celle-là. Mhm. Heureusement, j'ai des cartes en main pour avoir un peu des informations cachées. Si je joue du marron et que tu as du marron, tu vas devoir en jouer. Le plus grand l'emporte. Sauf que il y a des capacités. Bon, la hyène, c'est juste que tu veux pas en ramasser 4, sinon t'es mort. Il y a un petit côté Kariba. Ouais, Où Kariba. la souris mange l'éléphant. Quand tu joues le rhinocéros, tu vas pouvoir décaler une carte sous une pile d'un autre joueur. Tu vas pouvoir couper avec les aigles qui mangent ou, un peu comme une excuse, non, je fuis le combat, c'est toi qui ramasses. Le serpent, on t'empoisonne une carte et tu la bloques pour un tour uniquement. Ça se joue bien, c'est très très chouette, c'est très très revanchard. Regardez, moi j'aime bien le design, je sais pas comment ça s'appelle, un peu origami, un peu Vectoriel, moi je dirais. Vectoriel, Dessin vectoriel, ouais. polygonal, je sais pas quoi. Du coup, ça boxe dans la catégorie d'un renard des bois, d'un Jekyll. Ouais, quelque part. Ben, vous savez, moi, Jekyll, je reconnais que c'est un jeu de génie, mais mon chéri, il aime pas. Il a pas saisi la subtilité. Et à Wimbawe, il était investi dès la deuxième partie. Donc ça marche plutôt bien. Alright. Alright. Et tu sais quoi, j'ai envie de faire une pause. Allez, tu parles de... Tu sais quoi. Attention, je vous préviens, il est pas rasé. Alors, c'est à moi de vous parler pour le coup maintenant d'un truc que j'aime beaucoup. On y joue souvent avec les copains et ça tombe bien, il y a une nouvelle édition qui vient d'arriver, c'est Dungeon Fighter. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Alors déjà, on va parler de l'édition, c'est Horrible Games qui fait ça. J'aime bien ce qu'ils font, ceux qui éditent Similo notamment. Ils ont fait un truc que j'aime beaucoup. Déjà, ils ont rapetissé la boîte. Les amateurs de voyage à Ikea, ou plutôt ceux qui détestent ça, comprendront. Hein. Plus c'est petit, mieux c'est quand même, hein, à l'inverse d'autres choses. Ici, on aime bien avoir un bon jeu, un bon gros jeu, mais dans une petite boîte. Alors maintenant que ça c'est dit, de quoi qu'il s'agit? Dungeon Fighter, c'est un petit jeu coop. Vous savez, c'est pas trop ma came, moi, les jeux coop. Mais celui-là, il me plaît beaucoup. Parce que c'est un jeu de dés. C'est un jeu de dés. Et en fait, toute l'idée du jeu, c'est que vous allez visiter un donjon, en fin de compte. Alors, la différence avec la première édition, c'est que là, les donjons sont générés totalement aléatoirement. Alors que dans l'édition, la première édition, il y avait un côté... le jeu était quand même un peu écrit, entre guillemets. Là, pour le coup, c'est la surprise à chaque fois que vous allez faire une nouvelle partie. Et alors, vous voyez ici cette espèce de méga cible, trouée bien entendu à certains endroits. Et alors, tout le plaisir du jeu, ça va être de buter des monstres, de les combattre, de les rouster, en lançant des dés. Mais vous n'allez pas les lancer de façon triviale comme ça, là, classique, dans une piste de dés lambda. Non. Ici, vous allez devoir solliciter l'aide de vos coéquipiers, de vos mates. Ouais, Braise, viens. Faut que je lance, mais avec ta main. Alors là, vous allez prendre la main de votre pote, là, et vous allez lancer les dés. Alors, ça finit les 3/4 du temps en catastrophe, ça va dans le trou, ça va pas là où vous voulez. Il y a plusieurs couleurs de dés. En fonction de la couleur, vous allez pouvoir activer certains pouvoirs de votre personnage. Chacun a des petits personnages avec des pouvoirs différents. Enfin bref, un espèce de dungeon crawler comme ça, mais fun. Vous voyez, c'est pas ces jeux coop, là, où vous allez vous ennuyer, où ça va être long, là un peu rythmé. Là, pour le coup, c'est dynamique.
On sait jamais ce qui va se passer avec ces petits dés-là. Franchement, si vous connaissez pas, allez-y. Si vous aimez bien, voilà, ces petits jeux coop fun. Moi, je le mets dans la catégorie de mission pas possible, hein, Rachel, tu vois ce genre de truc là. Allez-y, foncez. C'est très joliment illustré. Ils ont gardé le même illustrateur, je pense. Ils ont un peu repris les visuels, mais c'est léché, c'est chouette, c'est décalé. Amateur de petites bêtises en boîte, c'est pour vous. Voilà ce que je peux vous dire sur Dungeon Fighter. Hey, t'as une autre petite bêtise en boîte. J'ai une autre bêtise en boîte. Ah oui, hey yo. Oh, ça aussi, j'adore ces petits trucs-là. Oink Games, c'est la maison d'édition de Jun Sasaki, je crois que c'est ça, hein, Oui. pas dire de bêtises. Donc Jun Sasaki, c'est un auteur japonais qui a fait notamment Insider, A Fake Artist Goes to New York, voilà, tous ces petits jeux, toujours dans ces petits formats, voilà, minimalistes, bien remplis la boîte. Alors, pourquoi j'aime ça déjà? Parce que c'est vert, j'adore le vert. Ensuite, parce que c'est un jeu sur le hip-hop. Et ouais, on est en train de jouer, alors c'est un jeu sur le hip-hop, donc sur la musique. Et alors, deux modes possibles, on peut jouer en coop, on peut jouer en battle d'équipe à partir de 6 ou de 5, à partir de 5 je crois. J'aurais Bref. dit 4 de ce que je me De 4. Ouais. Allez, on va dire 2 contre 2. L'idée ici dans Ayo, c'est que vous allez avoir une petite boîte à rythme. Hein, vous voyez ce que c'est une petite boîte à rythme, hein? Un truc qui va vous jouer un petit son et il est Mime-le-moi. Alors je te le fais pas, je suis trop nul, Si. je suis une casserole. Ça fait bon allez, je le fais. Ça fait genre poum pouloum pouloum poum poum pip, poum pouloum pouloum poum poum pip, poum pouloum pouloum poum poum pip, poum pouloum pouloum poum poum pip. Bon, vous avez saisi. C'est à 54 ou 56 BPM, donc c'est rapide mais pas trop. Vous pouvez le jouer, il propose de le jouer avec un son que vous connaissez bien, un peu plus rythmé. Bon, moi je m'y suis pas trop risqué au début. Vous mettez votre petite pile 2032 non fournie, attention, dans la petite boîte à rythme. Et la partie commence. Il va y avoir des petites cartes, je sais pas si vous voyez, des petites cartes qui sont verticales avec 2 symboles. Ces symboles, eh ben, c'est des onomatopées. Ça peut être un yeah, un yo, un je sais plus, Hey. un hey, ce genre de choses. Et il va falloir du coup constituer en rythme, à chaque fois qu'il va y avoir le petit bruit de sifflet produit par la petite boîte à rythme, il va falloir que chaque membre de l'équipe, enfin que le membre de l'équipe à qui c'est de jouer sa carte pour créer un fil de punchline. Les amateurs de hip-hop me suivent, je pense. Donc là, en gros, il va falloir enchaîner des yés qui se suivent en essayant de ne pas casser cette punchline. Et on peut jouer comme ça en simultané, une équipe contre l'autre, ou on peut jouer en coop pour essayer d'atteindre un score défini au départ. Franchement, ultra ovni. Des jeux sur la musique, j'en connais peut-être 3. Celui-là m'a vraiment plu. Le côté fun, le côté bordélique à souhait, le côté mauvaise foi, la thématique du hip-hop qui est cool. Ça pareil, aucun jeu à ma connaissance, ou très peu, voire même aucun, ont cette thématique-là. Ouais, non, comme ça, là, de but en blanc. Il y avait Hip Hop Story. Ah ouais, Hip-Hop Story, ouais, non, ça me dit rien. Tu te fous de moi là. Ouais. Tu te fous de moi, comme d'hab. Non, ben franchement, allez-y. Oink Games, toujours au top. Plus qu'une bêtise, je pense que c'est un très bon jeu d'ambiance. Vous pouvez jouer jusqu'à 10 en plus. Et un peu comme Fake Artist Goes to New York. Bon, le format toujours identique. Non, très bonne découverte. Vous pouvez y aller. C'était Hey Yo. Yeah. Hey, yo. Regardez, il s'est pas rasé. Oh. Moi non plus. Et toi non plus, j'allais dire. Allez, dans les petites choses, Arkham Noir, c'est l'affaire numéro 3. Arkham Noir, pour ceux qui connaissent pas, un jeu dans l'univers de Lovecraft. Alors, il cite les nouvelles dont c'est inspiré: l'au-delà, Nyarlathotep, celui qui hantait les ténèbres et l'ombre du clocher. C'est un jeu solitaire où vous allez devoir résoudre des enquêtes en posant des cartes. Alors, il y a une petite particularité, c'est vraiment un peu comme une réussite. Alors ça apparaît réducteur dit comme ça, mais c'est assez extraordinaire à jouer. Vous allez devoir poser des cartes les unes à la suite des autres, en sachant qu'il faut qu'elles partagent un symbole commun. Et à partir du moment où il y en a un certain nombre, mais pas trop, parce que sinon vous perdez du temps, vous allez pouvoir sortir ces cartes-là et il faut que vous réunissiez un certain nombre d'icônes. Sauf que certaines cartes, pour les poser, il faudra que vous ayez posé un coffre, il faudra que vous ayez trouvé la clé, etc. Ça fait bien saigner du cervelet si vous êtes un peu sensible à l'univers Lovecraft en plus. Ça fait partie de ces jeux. En fait, Lovecraft, je crois que ça marche trop bien dans le jeu de société. Je crois que j'ai mis la main dessus parce que pourquoi on a autant de Lovecraft?
Ah, moi je Les gens sais. sont fans de l'univers. Ah, moi je sais pourquoi. Parce que ça. Ah. Ah ouais? Moi, ma théorie à moi, c'est que il n'y a pas besoin de raconter une histoire. L'histoire, si tu as un peu la notion de ce que c'est l'univers, tu la traces tout seul. Tu te l'inventes tout seul avec rien. C'est quoi, aussi toi, parce ta que c'est théorie? libre de droit, non? Ah ouais? Ah ouais. Ah, Ah, je suis un peu. t'es un pessimiste de la je suis un vie. peu cynique, ouais. Je suis un peu cynique. Cette Watch Mercenaire et cette Watch son extension Outriders qui est valable pour On se balade. Oup. C'est un standalone, c'est le numéro 2, mais ça peut se mélanger avec le numéro 1. Pareil pour cette extension, ça, vous le jouez avec la première boîte ou avec la deuxième boîte ou avec tout ça mélangé. Cette Watch Mercenaire, c'est quoi? C'est quasiment le même gameplay avec des nouveaux héros, etc. Il y a un plus, oh mince, le dos de boîte il est tout pourri. Ouais, à chaque fois que je veux l'expliquer, celui-là, je suis dégoûté parce que le dos de la boîte est pas fifou. Hein. Mais en fait, le truc en plus, c'est le marchand. Il va y avoir auprès de votre feu, je vais vous raconter un petit peu comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas cette watch, il va y avoir toutes les actions de base de celui qui reste au feu vont vous permettre de gagner de l'argent. Et cet argent, vous allez pouvoir le dépenser auprès du marchand pour récupérer des objets. Donc voilà, une petite mécanique de jeu en plus. Il y a plein de choses qui ont été améliorées, c'est pour ça que je râle sur le dos de boîte si j'avais pas fait attention. En fait, cette watch, c'est quoi? C'est une boîte de jeu qui va se déclipser de manière magnétique et clac clac clac, ça va devenir un plateau de jeu. Il va y avoir un feu, vous êtes des aventuriers, vous allez devoir survivre un certain nombre de manches à la nuit. En sachant qu'à chaque tour, il va falloir que vous laissiez un aventurier auprès du feu et que les autres vont devoir sortir à base de lancer de dés, de capacités spéciales, etc. aux vagues de monstres qui arrivent. C'est très chouette à jouer, c'est un peu, j'allais dire, non un peu, largement inspiré des trucs de jeux de rôle. En plus, chaque personnage, forcément asymétrique, etc. Vous lancez des D6, des D8, des D12 dans la boîte mercenaire. Il y a un gros barbare qui lance que des dés 12 faces. Ça ne compte pas les dégâts qu'il fait. Par contre, Un gros bill. il n'y a pas de capacité spéciale. Je suis désolé d'être aussi expéditif. Et le dos de boîte, il est pourri, je peux pas vous montrer grand chose. Bah ouais. Allez, c'est pas grave, on t'en veut pas. Vous êtes pas fâché, dit. Momiji. Ah. Momiji, pareil, on n'a pas eu de boîte, mais heureusement, j'ai joué chez ma chère Kailina qui l'avait kickstarté. Momiji, c'est un très beau jeu Joli, dans lequel vous allez récolter des feuilles d'automne. Un jeu de cartes. Fais voir. Hop. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Dans lequel il va y avoir un marché de cartes et à votre tour, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez récupérer des cartes au marché. Si vous payez un gland, hein, c'est pas moi, hein, si vous payez un gland, vous allez pouvoir en rajouter. Et quand vous récupérez des cartes au marché, vous les récupérez toutes dans la même couleur. Je récupère toutes les violettes, je récupère toutes les vertes et je les mets dans ma main. Attention à ne pas être trop gourmand parce que de toute façon, à la fin de votre tour, il ne pourra vous en rester que 8. Ensuite, vous allez pouvoir jouer des cartes devant vous. Je ne pourrai avoir qu'une colonne violette, je pourrai avoir qu'une colonne verte, je pourrai avoir qu'une colonne orange, etc. Vous ne pouvez pas ouvrir 2 colonnes vertes. Quand je veux jouer des cartes devant moi, soit j'en joue 2 de la même couleur, et il faudra que je les pose par ordre croissant, les cartes vont de 0 à 4, ou alors je peux en jouer autant que je veux, mais chacune d'une couleur différente. Pour faire quoi? Pour marquer des points, parce qu'à la fin de la partie, chaque colonne me rapportera en termes de points la plus grosse valeur que j'ai réussi à poser, donc au maximum 4, multiplié par le nombre de cartes que j'ai réussi à avoir dans cette colonne-là. Mais il va falloir en fait la subtilité du jeu en termes de sensation de jeu. C'était très proche de Lost Cities, j'ai trouvé ça. On va se taper la bourre sur certaines couleurs, etc. Ça sert à rien d'avoir 8 cartes de la même couleur si votre plus grosse c'est 1. Parce que 1 x 8, c'est plus efficace de faire un petit 4 x 3. Hein, moi je suis allé Et toi et les maths jusqu'à la 6ème. Ouais. Et surtout, il va falloir guetter la fin de partie. La fin de partie arrive dès que la pioche est vide. Donc si les joueurs ont payé des glands pour piocher plus de cartes, elle peut arriver beaucoup plus tôt que prévu. Et dès qu'un certain nombre de torii est épuisé. Et torii, c'est dès qu'un joueur pose un 4, vous ne pouvez pas en poser d'autres. Vous mettez un torii dessus, ça va venir rythmer la fin de partie. Il y a des modules en plus, avec des petits animaux, etc. De mémoire, il y en a 2. Et je sais pas si c'est comme la version KS, s'il y a ces 2 modules-là. Un petit jeu de cartes. Un petit jeu de cartes, mais c'est voilà, si vous aimez... des fois, je vais vous parler d'un jeu extraordinaire. Mais tiens, c'est le suivant dont je vous parle. Il y en a qui sont sensibles à l'esthétique. Le prochain jeu dont je vous parle, c'est tout le contraire. Il est moche, et il est pas très lisible, mais qu'est-ce qu'il est bien. On va pas parler de moi. On va parler de Les Tyrans de l'Ombre Terre.
un jeu de deck building et d'affrontement et de prise de territoire. Dans l'univers de Donjons et Dragons. Voilà, alors première particularité, votre paquet de cartes, vous allez le faire en choisissant 2 peuples parmi les 6 que contient la boîte. Comme dans un jeu de deck building classique, de montée en puissance de cartes, etc., vous allez piocher les 5 premières cartes de votre paquet et vous allez pouvoir faire les actions qu'il y a écrit dessus, sachant que vraiment chaque peuple va avoir ses capacités qui lui sont propres, vous offrant ainsi des sensations de jeu assez différentes. Vous allez pouvoir gagner de la mana, de l'argent, il y a sûrement un vocabulaire de jeu mais que j'ai oublié. Vous allez pouvoir venir acheter des cartes. Vous allez pouvoir venir gaspiller des points de combat pour venir placer vos petites unités ou buter celles des autres joueurs. Vas-y, je te bute. Et ton unité là, ça va me rapporter des points de victoire à la fin de la partie. Et vous allez, quand vous avez le contrôle total d'un lieu, là si j'avais pas tué Orange, il a un petit pion comme ça devant lui. Vous voyez là, la ville d'Aromikos. Aromikos, c'est celle-là, Aromikos. Quand je l'ai devant moi, elle me rapporte 1 point de victoire à chaque tour. Mais les autres joueurs, ils vont venir, venir me foutre la pagaille, ou ils n'ont même pas besoin de venir me tuer mes unités. Ils viendront y placer des espions. En fait, c'est extraordinaire parce que jamais le deck building n'avait réussi aussi bien à être autre chose. C'est-à-dire à être, là on est plus sur un risque servi par une mécanique de deck building. Ça va y aller, ça va emprunter les chemins par derrière, etc. Une grosse interaction, quoi. Ah, oui. Ouais. Je me rends compte. Non, mais je préfère ne pas relever, tu vois. Je préfère qu'on enchaîne, qu'on avance. On avance. Et qu'on ne passe pas par les petits chemins de traverse. Et il y a autre chose aussi qui est très chouette, c'est vous allez vouloir sacrifier des cartes. On appelle ça les promouvoir dans le jeu, les mettre dans votre cénacle. Là, j'ai le vocabulaire. Ça m'a beaucoup fait rire, ce vocabulaire-là. Et ces cartes, souvent, quand on les sacrifie, on sacrifie souvent les faibles. Parce qu'elles nuisent à votre système, votre statistique, votre pioche de cartes. Je vois pas du rêve à parler des statistiques. T'es pur, quoi, c'est ça. Ouais, on est pur au son deck. Mais ici, vous allez vouloir le faire parce que ça va vous rapporter énormément plus de points si vous avez réussi à la sacrifier suffisamment tôt. Donc ça, c'est très chouette. Très Heroic Fantasy. C'est Donjons et Dragons, c'est Heroic Fantasy. Ouais. Ouais. Ouais, complètement. Vous allez pouvoir incarner des drôs, des dragons, des... Bon, faut le dire, c'est un peu dark. Mais je suis méchante quand je dis lisibilité. C'est juste que c'est Simon, le Miro. Il trouve que la police n'est pas suffisamment grasse, il a du mal à lire. Moi, ça me gêne pas. Non, moi non plus. Après, cet aspect violet-noir, ça fait un peu elfe noir, elfe de la nuit, pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Il y en a marre des elfes. Faut jouer des gnomes. Pourquoi il n'y a pas des gnomes dans... Il n'y a pas de gnomes dans c'est ton perso à WoW, c'est pour ça. Il n'y a pas de gnomes dans Donjons et Dragons. Mon Dieu, quand je vois tout ce qui reste. Oh. Allez, Cascadia, un jeu de Randy Flynn. Un jeu tout mignon, tout beau et tout plein de dilemmes. Dans lequel, à votre tour, vous allez devoir choisir parmi ces 4 tuiles. Une tuile, mais quand vous choisissez votre tuile, faites attention parce que vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre le jeton faune qui est en face. Pour faire quoi? Pour faire un peu à la King Domino, mais avec des hexagones. Le plus grand domaine possible, parce que vous scorerez pour chaque type de domaine seulement pour le plus grand. Et encore plus de points si vous êtes le joueur autour de la table qui a le plus grand de ce type-là. Sauf que quand vous récupérez le jeton faune, il faut que vous veniez le placer dans votre royaume de Cascadia sur un jeton où il peut se poser. Vous voyez cette tuile-là, je peux y poser des wapitis ou des saumons. Et en plus, il va falloir que je vienne le poser là où je peux. Et dans l'idée de marquer des points en fin de partie, en sachant que les saumons, alors les objectifs ils peuvent changer, ils préfèrent être en banc, les buses, elles veulent se voir l'un en face de l'autre. Si vous le posez sur son habitat idéal, vous pourrez gagner des pommes de pain qui vous permettent d'être un peu plus lax au moment de choisir, de dire ah non, moi je prends pas en face parce que je fais ce que je veux. Ça a l'air d'être casse-neurone ce truc. Non, c'est pas casse-neurone, c'est Cascadia, pardon. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec Calico? Ouais, c'est un peu le même saignage de cervelle. Et moi, j'ai trouvé que c'est même plus saignage de cervelle que Calico. Parce que Calico, j'avais la sensation que je pouvais poser et jouer à la One Again People You. Hey. Il me semble que Baptiste avait bien aimé Cascadia, tiens, petit aparté. Je sais. Ouais, moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup aussi.
Oh, extension. Une nouvelle extension, une nouvelle grosse extension pour le Seigneur des Anneaux, voyage en terre du milieu. Regardez-moi cette illustration. Alors ça, c'est vraiment le truc qui Ouais. nous a le plus marqué. C'est très très beau. On est vraiment dans ces illustrations Heroic Fantasy un peu traditionnelles, mais vraiment léchées. J'avais même pas fait attention. Ouais. J'étais pas là quand vous l'avez fait. Non, on a regardé ça avec Nico. Il y a des olifants. Ouais. Oh, des Et olifants. on va se battre au Rohan et au Gondor avec des éléphants, moi, je vais vous dire, et des tours de siège. Bon, voilà, la suite de votre campagne du Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Seigneur des Anneaux, mais pas Voyage en Terre du Milieu, le JCE qui revient Voilà, là dans aussi. un nouveau format, un petit peu dans l'esprit de Horreur à Arkham. Par contre, les extensions, ça y est, elles arrivent dès, je crois, la semaine prochaine. Ouais, ou dès la dans 2 semaine semaines, prochaine, ouais. Il y en a des nouvelles. Ça, encore un truc que j'ai envie d'essayer, quoi. Ouais, mais on peut pas tous les faire, les JCE. Vous Ouais, les savez- JCE, c'est un... Vous savez comment ça prend beaucoup de temps. Ouais. Du JDR avec du Cthulhu. Ah, j'ai cru qu'il y avait une faute dans Cthulhu. C'est l'enfer à taper. Hein. Cthulhu. Chronique oubliée, la boîte d'initiation connaît sa première extension, Quintessence, et une autre boîte de base dans un autre jeu dans l'univers de Lovecraft qui se passe à Harlem. C'est la seule chose que j'ai vue. Mais ne Ouais, demande pas les âges, tout ça. Ça Bon, peut être- Chronique oubliée, moi j'en avais fait faire à des ados Ouais. de 14 ans. Ouais. Il y a... 10 ans, ça passe. Ouais, même avant, en réalité vous pouvez y aller, mais j'avais fait du Chronique oubliée Cthulhu justement, et la thématique m'avait semblé un peu creepy, donc j'avais fait 14 ans, mais c'est mon côté père de famille, ça. Ah bon, t'es père de famille? Camel Up Off-Season. Alors non, c'est pas le retour en stock de Camel Up. C'est un jeu dans l'univers de Camel Up. Et c'est Ah. rigolo parce que vous allez voir, vos chameaux sont fatigués. Ne leur mettez surtout pas trop de marchandises sur le dos, sinon vous perdez tout, ils tombent d'effondrement et ils viennent de se taper une course. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo cette blague par rapport au jeu de base. Alors on voit pas tout le matériel. Camel Up Off-Season, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer d'être le plus riche et vous cacher vos pièces derrière votre tente. Le jeu va se jouer en manches successives. Il faut vous imaginer qu'il y a un marché de cartes avec des cartes visibles et des cartes face cachées. Et on va parier. 1, 2, 3, on révèle. Celui qui a mis la plus grosse valeur devient le premier joueur, sera le premier à choisir la colonne qui l'intéresse. Sauf que vous avez des informations que vous voyez et d'autres que vous ne voyez pas. Pour la phase d'enchère, d'ailleurs, il y a au sommet de la pile, vous voyez les dos rouges. Ça va vous donner des consignes pour les enchères. Sur cette enchère-là, il faudra que vous perdiez des pièces en plus. Vous n'avez pas le droit de miser 3, etc. Et je vais pas y arriver, vos marchandises, vous allez devoir les ranger sur les chameaux. Sauf que quand sur ce chameau-là, j'ai commencé à lui mettre des fruits, je peux plus lui mettre que des fruits. Sur celui-là, je peux plus lui mettre que des poteries. Mais attention, ils sont fragiles, vos chameaux. Vous vous rappelez, ils viennent de finir une course. Celui-là, il peut pas apporter plus de 3 marchandises d'un même type. Celui-là, il peut pas apporter plus de 4 marchandises. Si à un moment donné, quand vous récupérez, vous aviez vu qu'un fruit, vous récupérez, il y a eu un fruit face cachée, boum, il se retrouve avec 5 fruits sur le dos. Crac. Toutes vos marchandises perdues dans le désert. Et maintenant, une fois que c'est fait, ça, que vous avez ramassé vos cartes et que vous avez défaussé les marchandises sur les chameaux trop chargés, vous allez pouvoir vendre un type de marchandises. Et un type de marchandises uniquement. En sachant qu'ils vont tous scorer différemment. Les fruits, en plus, c'est un peu sournois. Vous ne pouvez vendre qu'un type de fruits sur le pauvre chameau et vous êtes obligé de vendre le moins cher. Les poteries, vous allez essayer d'en faire des différentes. Les dates, vous allez essayer d'en avoir plein. Ah non, les poteries, vous allez essayer de faire les mêmes. Les tapis, vous allez essayer de faire des différents. Chaque fois que vous récupérez aussi vos marchandises, vous allez faire l'effet du souk où vous l'avez acheté. Il y a un petit pouvoir et la tuile sera retournée. Moi, ça m'a l'air très chouette. À mon avis, c'est tout à fait notre camion. Un petit peu de sournoiserie, un petit peu de... Dans les jeux d'enchères comme ça, où je sais que on mise nos points de victoire, qu'il ne faut pas miser gros, je peux pas m'empêcher en me disant je vais me refaire. Ne m'amenez jamais dans un casino. Allez, on se fait une petite balade. On va faire des jeux à cocher. Il y en a 2 cette semaine. Allez. 2 jeux à cocher. Get on Board, on vous en avait parlé c'est bientôt dispo à notre retour de Vichy. C'est à moitié un jeu à cocher, à moitié un jeu de plateau. C'est un jeu à cocher dans lequel vous allez construire votre petit trajet. En fait, au début de chaque tour, je suis désolé, au début de chaque tour, on va tirer un ticket de bus. Regardez-moi cet effort d'édition. Et il est poinçonné. Il est poinçonné. Excellent. On va tirer un ticket de bus, numéro 9.
Et en fonction de ce qu'il est écrit sur votre grille, vous voyez le ticket numéro 9, lui, il devra faire 3 tronçons tout droit, mais il y a une asymétrie. Lui, il devra poser 2 tronçons avec forcément un virage. Si vous voulez modifier cette information, enlever ou rajouter du virage, il va falloir que vous cochiez des choses qui vous font perdre des points. Ok, je vais venir placer 3 tronçons tout droit à la suite de votre réseau déjà existant pour essayer de faire quoi? Ramasser des passagers. Alors, chaque fois que vous ramassez des passagers, vous venez les cocher. Les mamies, elles sont cool, elles veulent s'asseoir entre elles, plus vous en cochez, plus elles vont vous rapporter des points. Les étudiants, il va falloir que vous les fassiez passer devant certains bâtiments. Les hommes d'affaires, ils veulent s'arrêter dans les... En fait, vous devez les décharger dès que vous passez devant un immeuble adéquat. En plus, je vous montre, les hommes d'affaires, ils sont là. Ça, c'est les touristes. Dès que vous passez devant des trucs qu'il y a comme dans Welcome, il y a des objectifs. Le premier qui a ramassé 5 touristes marque 10 points. Les autres ne marqueront que 6 points. Le problème, c'est que sur ce plateau-là, il va y avoir de l'interaction. Au début, bam bam bam, vous passez là, etc. Mais au bout d'un moment, on va se gêner. Et si vous voulez passer par les tronçons occupés par les autres joueurs, il va falloir que vous cochiez que vous avez été pris dans les bouchons et vous allez y perdre des points. Vous avez un objectif privé en début de partie qui va vous demander de viser certains carrefours. Si vous terminez votre tour sur un feu vert, regarde, il y a des feux verts. On va imaginer, je viens de jouer et je pose mon dernier tronçon ici. J'ai le droit de rejouer, de poser un petit tronçon supplémentaire. Oh, je suis vert. Et je ramasse une mamie en plus. Alors c'est très très chouette. Il y a quelqu'un qui a fait une remarque intéressante. En fait, est-ce que c'est vraiment un jeu à cocher? Parce que sur ma grille, je fais pas de choix. C'est là-dessus que je fais des choix. Ouf, là, vrillage de neurones, là, je suis perdu, là. Allez. Un truc très cool, un truc un peu attendu par les gens qui font de la veille ludique et qui savent ce qui arrive. Je pense à Sébastien qui est venu nous rendre moult et moult on t'aime, services Seb. en boutique. Oui, on t'aime, Seb. Tu me manques, Seb. Tu reviens quand tu veux, Seb. Le murmure des feuilles. Non. Le murmure des feuilles. Le murmure des feuilles. On va parler du jeu comme ça vous verrez pas que je l'ai pas bossé. Allez. Mais si, je l'ai bossé. Le murmure des feuilles est un jeu à cocher de Paolo Mori. Ça se joue de 2 à 6, en fait ça se joue de 1 à 6. Ils n'ont pas osé l'afficher je pense sur la boîte parce que c'est juste un beat your own score quand tu joues tout seul. Un jeu à cocher dans lequel chacun va avoir sa grille, tout le monde va avoir la même. Mais je vais vous montrer la taille du bloc parce que c'est assez impressionnant, je crois que j'avais jamais vu ça. Ah oui. Et vous voyez, il y a 4 couleurs de tranches parce qu'il va y avoir une grille propre à chaque saison. Oh, c'est joli. Ouais, ça c'est la couverture, tu vois. Printemps, été, allez. automne. Et on révise les enfants, hiver. Ok. Donc on a tous la même grille. Mais on va partir d'un point différent. Il y a le premier joueur qui va choisir. Moi, je pars de la petite feuille numéro 1. Bah, très bien, moi, je choisis la petite feuille numéro 5. Très bien, moi, je choisis la petite feuille numéro 3. Et on va lancer 2 dés. Il y a un petit plaisantin. On essaie de savoir qui nous a mis les feuilles mortes. Ça commence par T, ça finit par M. On va lancer les 2 dés. Et ces 2 dés qui vont indiquer 2 valeurs, 2 et 3, me disent... tu dois remplir un quadrilatère de taille 2 par 3. Tu le mets en longueur, tu le mets en largeur comme tu veux. Et il doit contenir ta zone de départ. Oh, il n'y a pas de crayon. Et donc je vais faire un quadrilatère. Dans ce quadrilatère que je viens de tracer, je vais choisir un symbole, et un seul. Et je vais pouvoir cocher tous les exemplaires de ce symbole. Et je vais venir les reporter dans la zone en bas. Voilà, vous savez jouer. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas prendre le lancer, vous prenez une petite pénalité. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, je vais vous raconter mon ressenti, c'est que ces dés ils vont jusqu'à 4. Quand vous vous retrouvez à devoir remplir un 4 par 4 et à pouvoir cocher un symbole qui n'a qu'en 2 exemplaires, vous allez vite comprendre que c'est pas terrible et qu'il vaut mieux savoir se prendre une pénalité. Et à chaque fin de tour, vous pouvez décider de... Je m'engage pas à devoir prendre le prochain lancer, vous pouvez vous coucher et commencer à compter votre score. Chaque grille va avoir ses particularités. J'aime bien l'automne par exemple, il y a des bolets. Mais si tu choisis les bolets et qu'il y a des amanites, tu dois aussi les cocher. Mais les amanites font perdre des points. Bien oui. Les pommes de pin, il faut avoir réussi à compléter la ligne pour marquer 12 points. Si tu n'en as pris que 3 sur les 4, bah, tu marques rien. Tu vois, ici, il y a tellement de choses et de stratégies à faire, tu fais rien. Ici, là, les sapins, quand tu commences, tu t'engages à terminer la ligne. Donc, est-ce que tu fais un petit engagement ou un gros engagement?
Il y a une rivière aussi. Dans certaines saisons, vous ne pouvez pas traverser la rivière. Dans d'autres, vous pouvez tout à fait. Enfin, chacun ses particularités. Des collections en valeur variable. C'est très chouette, c'est très paisible comme thème. Et si vous choisissez un jeu au thème moins paisible, oui, moi j'enchaîne. Quand je vais devoir écrire le timecode, quand c'est que je commence à parler de Spy Connection là ou Là? là ou là? Spy Connection? Non, Spy Connection. Spy Connection, c'est ici. C'est un jeu dans lequel vous êtes des espions et vous essayez de marquer des points de victoire qui sont sur vos missions. Vos missions, elles vont vous ressembler à ça et elles vont vous dire qu'il faut que vous passiez par Budapest et par Moscou. À votre tour, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir déplacer votre agent, si je suis jeune, sur une des villes de mon réseau. Vous voyez, on est clairement dans les aventuriers du rail. C'est comme si je disais, je vais de Paris à Moscou, je balade et j'amène mon agent, mon espion. Mon espion, le vocabulaire, Rachel. Mon espion, là, je l'amène jusqu'à Rome. Ensuite, je vais pouvoir choisir. Soit je prends une nouvelle mission du marché, parce que les missions, vous savez, à la Splendor, c'est bien d'en avoir plusieurs. Enfin, non pas la Splendor, c'est très mauvais exemple. Dans ces jeux à objectif, d'en avoir plein, parce que plus vous en avez, plus... Ticket to Ride, hein. Ouais, Ticket to Ride, voilà. On Après... me demande d'arriver jusqu'à Paris, quand j'arrive à Paris, si ça se trouve, j'en valide 3 d'un coup. Le problème, c'est que la première, elle va être gratuite. Et si vous les prenez tout en haut, elles vont vous coûter des agents. En fait, les agents, c'est vos petits pions. Vous en avez une quantité très limitée. Vous allez devoir les engager sur la carte. Et je préfère vous prévenir, quand vous les engagez sur la carte, ils vont vous manquer pour faire autre chose. Ou vous prenez une nouvelle mission, ou alors vous allez pouvoir poser des agents sur la carte pour continuer votre réseau. Hein? Là, je vais aller jusqu'à Budapest. Et comme ça, quand je déplace mon agent, je mets mes agents sur toutes mes missions où il y a Budapest. Vous voyez les agents? J'en pose ici, j'en pose sur ma carte quand je viens de la payer, j'en pose pour valider des bouts d'objectifs, et si à un moment donné j'en ai plus, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que vous en enleviez sur votre plateau. Et pourquoi on les laisserait sur le plateau, me direz-vous? Pour pouvoir circuler facilement avec votre espion, mais surtout pour augmenter le coût du chemin pour les autres joueurs. Ah, ça me plaît. Ça te plaît? Parce que moi, la première fois que je suis arrivé sur le chemin et que j'étais tout seul, j'ai juste mis un agent sur chaque petit rond. Si Bleu, il veut venir faire Madrid-Monaco, il va falloir qu'il en pose 2. Et là, je le handicape. Je le ralentis dans la validation de ses missions. Il y a un mode un peu hardcore où vous avez encore un agent de moins, et même un agent de moins, ça fait une sacrée différence. C'est pas mal. Et le truc qui m'a fait halluciner, le lendemain, j'arrive, je dis à Nico, tu peux vérifier le prix, il y a un problème avec le prix. Ça, ce format-là, avec un plateau et tout ça, 28 €. Honnête. Honnête. Plus qu'honnête. Ouais. Plus qu'honnête. De l'enfoirade à Peyrorade. Qu'est-ce qui reste par là-bas? Je vous fais voyager. Allez, je vous parle d'un truc que les moins de trucs ne peuvent pas connaître. Je parle d'un truc que je maîtrise pas trop, d'accord? Soyez pas fâchés. Vous êtes pas fâchés? Non. Into Deep, c'est un jeu dans lequel... Alors c'est pas un jeu d'infiltration, tu sais, quand je cherchais le vocabulaire tout à l'heure, c'était pas ça. C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir mind contrôler des criminels. Et vous allez les mind contrôler, pourquoi? Bon, il va falloir que vous réalisiez des crimes, parce que quand vous réalisez des crimes, vous vous approchez des preuves. C'est un jeu dans lequel vous essayez de récupérer des preuves pour marquer des points de victoire. Le tout en ne commettant pas des crimes trop crapuleux, sinon vous... Voilà, tu vois, que j'ai du mal avec les expressions. C'est poussé mémé, ça. Hein. Si tu commets des crimes trop crapuleux, à la fin de la partie, celui qui a le plus de dilemmes, qui a commis le plus de crimes crapuleux, perdra des points en fin de partie. Et c'est un petit jeu où vous essayez de gérer au mieux le déplacement des agents que vous contrôlez. Et en fait, on a un petit plateau personnel comme ça, où on a des criminels qu'on a hameçonnés. Et au début de son tour, je vais pouvoir hameçonner un nouveau criminel, tu vois, je peux en avoir jusqu'à 3. Et tous ceux que j'ai déjà hameçonnés, ils vont grimper de 1 dans la connexion spirituelle que j'ai avec eux. Et plus j'ai une connexion spirituelle avec eux, plus j'ai de points d'action, en fait, en quelque sorte. Je suis désolé, je peux pas vous en parler plus. J'essaie de lire les règles, mais tant qu'on n'y a pas joué... Ah ouais, puis le livret est épais, hein. Ouais, bah oui. Et voilà. Sans le matériel, moi, des fois, j'ai du mal. Vous lisez les règles d'un jeu pour savoir si vous l'achetez. Vous arrivez à vous faire un avis avec ça? Moi, j'y arrive pas. J'ai du mal aussi. Il y a 3 grosses boîtes de jeux qu'on n'a pas pu présenter à cause des soldes. On n'a pas pu tout présenter.
un nouveau Daniele Taschini. Ah, oh, oh, oh. Et David Spada, et chaque fois j'ai envie de le prononcer à l'italienne Tabanucci, mais pas du tout. Tabanuzzi. On est plus en Amérique centrale là, non? En Amérique Non, latine. on est à Ur. Ah, on est à Ur. Ah, On est à Ur. Les ok. bâtisseurs d'Ur. Ah oui, effectivement, les bâtisseurs d'Ur. Oui, rien à voir. Allez, vous savez quoi les gens, je vous amène. J'ai fait quand j'ai refait le rayon là, j'ai remis tous les thés ensemble. Alors il manque Tawatinsuyu, Oh. mais j'ai mis tous les Taschini ensemble. Zolkin, Teotihuacan, Tekenu et Tabanusi. Et Tawatinsuyu, s'il nous en reste, il est en solde. Ah, Tzolk'in, Tzolk'in. Bah oui, c'est celui que j'ai mis en face. Ah, c'est le morceau ça. Hein. C'est le plus mieux. Tabanusi, les bâtisseurs durs, c'est un jeu de développement dans lequel, en fait, c'est un jeu très riche. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui essayait de rentrer. Je suis peur. Un jeu très riche en interaction. C'est un jeu dans lequel, à votre tour, qu'est-ce qu'on va vous demander? Vous avez votre petit architecte et votre apprenti dans un lieu. Vous allez devoir choisir un dé dans la petite pirogue. Ce dé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir rejoindre votre plateau et ça va être une ressource comme une autre. Mais pour le moment, quand vous le choisissez, il a une valeur. Ça va indiquer où vous amenez votre architecte. Tous les lieux sont numérotés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin 1, 2, 3, 4, 5, parce que le 6 c'est un joker, vous pouvez aller où vous voulez. En fait, si je choisis le dé numéro 3, ça me dit que mon architecte va sur le lieu numéro 3, c'est le prochain lieu où je devrais réaliser mon action. Les actions, c'est des quartiers. Vous voyez, il y en a 3 du même type ici, avec des ressources différentes, forcément, puisque c'est lié au truc. Vous allez essayer de faire quoi? Des projets de construction. Oui, j'ai bien dit un projet de construction. Vous construisez pas direct, ça serait trop facile. C'est quoi le problème d'un projet de construction? C'est que quand on va venir à l'action construction, vous allez pouvoir construire sur le lieu de projet de construction d'un autre joueur. Je vous l'ai dit, Richard l'interaction. Bon, il n'y est pas perdant parce qu'il va pouvoir grimper sur les pistes de temple. Vous voyez, ces pistes, vous savez qu'il faut y grimper tout haut. Comment on marque des points de victoire? On marque des points de victoire dans un lieu en fonction d'un truc multiplicateur. Je ne vous embête pas avec toutes les règles du jeu. Dès que dans le lieu, il n'y a plus de dés. Et donc il va falloir que vous commenciez à vous dire à un moment donné, là il y a 5 dés, ça ne sert à rien que je construise là, j'y reviendrai plus tard. Ou ça me nuise, j'ai rien construit, je ne vais pas marquer de points. C'est pas bon, c'est pas bon. Le jeu est très beau. Mais Ça a l'air d'être un sacré morceau. ah ben oui. Est-ce qu'il y en a dans cette gamme-là qui sont pas des sacrés morceaux? Hein? Ouais, non, dans cette gamme-là, de toute façon, Taschini, j'ai l'impression qu'il aime bien ce genre de truc là. Hein. Ah oui, bah. Qu'est-ce que je pourrais inventer pour les faire signer du ça? Ouais, voilà. Mais voilà, si vous cherchez des jeux riches en interaction, c'est vrai que moi, dans les jeux de gestion, j'aime pas qu'on vienne trop m'enquiquiner. Bon, c'est pas du frontal, quoique. Mais voilà. Bon. Et Rune. Et Rune. Un jeu pour les nostalgiques. Alors, désolé pour la boîte. Il y a un POC. Il y a eu un POC dans la boîte. Ça va, ça va. Et Rune, c'est quoi? Alors, je peux pas vous montrer, on y a joué toute notre journée d'hier. C'est un jeu qui va se jouer avec une application. C'est un dungeon crawler. Vous pouvez le jouer en coopératif, en full coopératif. Allons au bout de la quête, guidé par l'application. Ou on peut le jouer en un joueur contre tous, le maître des ombres contre tous les autres joueurs. Forcément, c'est lui qui va gérer les monstres, c'est lui qui va vous tendre des embûches. Et vous proposer des pactes. Parce qu'il peut vous proposer des cartes intéressantes, mais lui, ça lui rapporte des stamina et donc plus de gestion et plus de points de victoire à la fin de la partie. La particularité de Erune, c'est l'application. L'application, elle parle. Elle parle un peu d'une voix robotisée, mais on sent qu'ils ont fait des efforts. Quand tu lootes des trésors, il y a des effets de pièces, etc. Mais c'est un régal. C'est un régal, pourquoi? Parce qu'elle connaît, forcément, c'est Erune, elle connaît toutes les règles du jeu. Et vous allez, au début de la partie, quand on a fait la mise en place, on a placé une sorte de petite flamme avec un numéro. On vous dit, le premier joueur qui arrive là, il a le choix, il peut activer le levier, il peut ouvrir le coffre, etc. Pour tous les nostalgiques d'HeroQuest, c'est un match assuré. Si, voilà, venez en parler en magasin, c'est très unique. On sent qu'ils ont bossé complètement la chose. On a fait 2 scénarios. Moi, j'ai trouvé, en fait, c'est à quoi j'ai trouvé que ça ressemblait le plus. Parce que c'est dungeon crawler, parce que tu rentres dans un donjon et que les monstres ils sont de plus en plus forts, etc. J'ai eu la sensation, à cause de l'application, ou grâce à l'application,
d'être dans un MMORPG. Oh. Va tuer des rats. Ok, je vais tuer des rats. Et la prochaine fois, j'aurai pris des niveaux, je serai plus fort. On a chacun sa petite fiche personnage, il y a une boîte. Je suis désolé de pas... Au genre de chez Arcada, on n'a plus de place sur les tables. Vous avez vu, il n'y a que des jeux en démonstration partout. Ah, 47, hein, faut dire. Hein, attends, il nous en reste en plus. Hein. Il nous en reste. Ça, gros coup de cœur pour ça. Alors, gros coup de cœur pour ça, mais pourquoi c'est des figurines? Moi, je sais pas, moi. C'est Project Elite. Et Project Elite. Chez Funforge, c'est ça? Ouais. Et c'est Simone. C'est Konstantinos Kokinis et Sotirios Tsantsilas. C'est l'auteur de Clinic Rush. Ok. Et on va retrouver du Clinic Rush. C'est du jeu en temps réel. Vous avez lancé votre minuteur, vous pouvez le faire ou via l'application ou à travers le moindre minuteur. Après avoir fait votre mise en place, vous lancez des dés, vous êtes des héros. Vous ne voulez pas pour perdre que les aliens arrivent dans votre zone. Vous avez une quête. Vous devez trouver, ouvrir une mallette, récupérer les objets, la ramener, etc. Vous avez une quête qui va changer à chaque partie. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, forcément. Le nombre de méchants qui vont spawner et plein d'autres choses. Vous lancez des dés. Et les dés, quand ils vous plaisent, vous pouvez faire les actions qui sont écrites dessus. Vous pouvez les relancer parce que vous voulez vous déplacer, vous voulez fouiller, vous voulez récupérer des armes, vous voulez équiper vos armes pour tirer et faire tout plein de choses. Le problème, c'est que lancer souvent... très vite vos dés pour avoir cette foutue loupe pour fouiller, c'est risqué de faire l'action qui est obligatoire, qui est de déplacer les monstres. Et je vous rappelle que vous perdez immédiatement la partie dès qu'ils ont franchi leur zone de départ. Et qu'il y a plein de flèches sur le plateau qui font que, à la Bad Bones, etc., que ils vont pas faire des tours pour rien et reculer, ils avancent, c'est un tower defense. Ouais, un tower defense, c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que c'est un TD. Ouais, ben, c'est la discussion que j'ai avec les gens, c'est j'adore les tower defense. Et dans la plupart, il y a trop de manips. Kingdom Rush, j'aurais voulu l'aimer plus. Project Elite, j'ai adoré. C'est exactement, mais non, mais relance pas les dés. Et en plus, il y a un côté très plaisant, justement, dans la fouille. Mais on te dit, soit tu pioches X fouilles, là, 2 ou 3 fouilles, et t'en choisis une, mais tu peux les garder pour la fin de la manche, parce que tu sens que t'as pas le temps, il y a trop de choses à faire. À la fin de ce tour-là, tous les monstres vont se déplacer, il y en a des nouveaux qui vont spawner, chacun a des trucs, il touche à 1, il touche à 2, et à 3, il faut qu'il te voit pas. C'est très facile à jouer, vraiment très facile à jouer. C'est trop chouette. Cœur sur Project Elite qui... je n'aurais pas pensé aimer ce jeu-là. Ben ouais, ça me surprend, c'est pas trop ta cam d'habitude ça. Non, mais j'ai très chouette aimé. Alors, il nous reste ici Apogée. Alors Apogée, je vous la fais court, parce qu'en fait on l'a depuis 3 semaines et que là c'est les dernières boîtes. C'est pas un jeu destiné au magasin, vous le trouverez peut-être pas dans la boutique près de chez vous. C'est un Kickstarter et l'éditeur nous a contacté, nous a demandé est-ce que vous voulez. Tu vois, d'abord j'aimerais essayer. Bon, j'ai joué, c'est trop bien. Apogée, donc un jeu de Sergio Matsumoto. Je viens de voir tous les trucs qui restent, mon Dieu. Créé avec les youtubeurs Hugo et Maxime Lisoire. Je vous montre le dos de la boîte par habitude. Voilà. J'allais te dire, ce dos de boîte est fabuleux. J'avais couché la boîte parce que je sens que le matériel s'échappe. C'est un jeu dans lequel vous allez gérer une équipe d'ingénieurs spatiaux. Il y a le chauffage qui s'est mis à faire un bruit de fou d'un coup. Oui, Simon, on n'a pas étalé le chauffage parce que sinon on se les gèle. Tant pis si ça fait un fond sonore. Vous avez vu, j'engueule le chef. C'est le chauffage, ça? Et j'ai l'impression qu'il nous fait un petite gastro là. Ouais. C'est horrible. C'est pas moi, hein. Ouais. C'est le chauffage, hein, Ouais. je vous promets. Donc vous allez gérer votre équipe et vous allez devoir faire quoi? Ça va dépendre des parties. Sur la première partie, on vous demande juste d'arriver à mettre une fusée en orbite. Sur les parties très avancées, il va falloir que vous ameniez une fusée avec des gens encore vivants dedans, un vol habité sur Titan, qu'en sais-je. Et en fait, ça c'est pas que ça va être plus difficile, c'est que ça va être une partie plus longue. Prenez le temps de prendre le jour en main. On va sortir quand même quelques cartes parce qu'il faut voir le design à l'intérieur. C'est un jeu dans lequel vous allez construire votre fusée, vous allez placer, à la manière d'un placement d'ouvrier, vos ingénieurs pour réaliser différentes actions. Alors, je suis désolé que le jeu se soit mis en bazar comme ça parce que c'est tellement beau en termes de design. Donc voilà. Et vous allez récupérer, payer, récupérer des technologies et construire votre fusée. Donc cool. Ça, c'est le design des différents éléments pour construire sa fusée. Et ça, c'est le design... J'aime bien ce côté un peu minimaliste, crayonné. Ah, c'est trop beau. Ouais, ça colle bien à cette thématique de l'espace, je trouve, de pas en faire des caisses, quoi. Ouais, c'est ça.
Et voilà, s'il fallait vous en dire... Ah oui, il y a tout un côté, vous dites construire une fusée, ça a l'air facile, on pose juste des cartes en face des bons endroits, on est guidé par les couleurs. C'est facile, mais non, il y a un truc qui est trop chouette. Toutes les cartes, elles ont une notion de pesée, de poids. Une fois que votre fusée est prête et que vous voulez la faire partir, vous allez sortir votre tableau double entrée et en fonction du poids et de la pesée, il va y avoir un calcul de rendement. Vous allez lancer un dé et on va voir si votre fusée elle décolle. Donc vous allez viser le lancer, le rendement efficace de manière à ce que même un 1, ça valide votre... Ou alors vous êtes un joueur parce que vous n'avez pas su optimiser. Allez, un 3 et ça passe. Oui! Voilà, il y a ce petit côté-là. Vous essayez d'être le premier à valider votre mission. Enfin, et il y a le côté, on retrouve le côté, allez, SpaceX, où tu récupères tout sauf... tu récupères de ta fusée, tu récupères les charges là. Je perds le vocabulaire. De quoi, les réservoirs, Ouais. les réservoirs de carburant? Oui. Voilà, donc ça c'est très... Un jeu pour Thomas Pesquet. Un jeu pour Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, tu regardes nos vidéos, Thomas Pesquet? J'aimerais trop Ah bah oui. qu'on fasse un featuring avec Thomas Pesquet sur Apogée. Ah ouais. Thomas Pesquet, j'ai envie de lui pincer les joues aussi. Moi j'aimerais bien qu'il me pince mes joues, moi. Je rougis. Alors là, je vérifie. Je suis désolé, je vous tourne le dos, je vérifie qu'on a parlé de tout ici. J'ai l'impression qu'on a tout abordé là. Allez, je crois qu'il reste plus que 2 jeux. Je crois que tu veux Ah, garder 3. pour la fin un de Ouais. ceux que t'aimes beaucoup. Hein. Ouais, il reste plus que 3 jeux. Ah, on peut parler de ça. Hein. Allez, il reste Dice Throne. Ça, c'est peut-être un des trucs les plus attendus. C'est, je l'ai déjà dit pour un autre jeu. Moi je vous dis Echoes et je vous dis Les Tyrans de l'Ombre-Terre et je vous dis plein d'autres trucs. Mais Dice Throne, ça a déjà fait parler de lui. C'est un jeu de dés d'affrontement, un jeu de dés d'affrontement asymétrique. Préféré Twisted Fables, mais non, c'est très bien Dice Throne. C'est différent, c'est différent. Dans une boîte, vous avez 2 personnages. Dans la première boîte, vous avez Barbare et Elfe lunaire. Et ça a de la gueule. Deuxième boîte, vous avez le moine versus le paladin. Le palouf. Le palouf. Chaque boîte vient avec, vous ouvrez, et vous avez votre personnage prêt à l'emploi, avec vos cartes, vos dés, votre plateau à temps. C'est ça qu'on veut nous, hein, maintenant. Ouais. Des Regarde. sets, des starter sets là. Tac, tac, tac. Bim bam. Oh, Oh. J'avais pas joué l'elfe moi. Il y a Oh. de la gueule. Hein. Regarde, t'as vu ça? C'est pas du travail nickel de chez nickel. Ouais, non, la DA est juste trop gérée. On a l'impression d'être... vous avez peut-être... vous qui êtes pas tout jeune là, vous avez peut-être regardé ce dessin animé Jackie Chan. Moi, ça me fait penser complètement à ça. Surtout le... Jackie Chan. Je connais Le moine. le acteur Jackie Chan. Il y avait un dessin animé sur Jackie Chan et sa petite nièce. Ça te dit rien? Non, Ah, t'es trop une boumeuse, toi. non, mais ça se trouve, c'était déjà à l'âge où j'avais plus de télé. Parce que je suis plus vieille que toi, malheureusement. Mais j'ai 29 ans. moi. Un jeu d'affrontement, vous essayez de buter votre adversaire. Classique. Donc, dans chaque boîte de starter, comme il dit, donc ça se joue qu'à 2, mais si vous mixez les boîtes, vous pouvez jouer à plus. Ouais, moi j'en ai fait un 2 contre 2. Toi, parce que t'as plein de copains. Moi, les duels, c'est bien aussi. Comment ça va se passer? À votre tour, au début de votre tour, vous allez gagner un point de combat. C'est systématique. Ces points de combat, c'est un peu la mana qui va vous servir à Ouais, c'est poser beau. des cartes sur Le moteur votre du jeu, plateau, venir... alors ça, je vous montre des actions immédiates, mais il y a aussi des choses, des cartes qui vont venir améliorer vos sorts. En fait, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous êtes comme au Yams. Alors, je sais que ça va pas durer, dit comme ça. Vous allez avoir droit jusqu'à 3 lancers. Ah, je suis un palouf, je ne connais pas le palouf. J'essaye de faire... Ah non, je vais essayer de faire ça. 1, 2... Ah non, qu'est-ce que je peux faire avec les... Ah oui, un dernier lancer. Il faut que je fasse une main. Ah non, je triche. Et voilà, et je vais pouvoir faire l'action de la combinaison que j'ai réussi. Riposte. Oui, bon, c'est une réponse. Un joueur de votre choix gagne rétribution. Et rétribution, qu'est-ce que c'est? Hop, vous avez un petit plateau perso. C'est un jeton d'altération. Dépensé lorsqu'attaqué pour infliger un demi des dégâts en retour. Oh, ce jeton peut être dépensé après... Oh ouais, vas-y, Mais je ouais. prends ça, parce que la prochaine fois que tu me tapes à 12, tu perdras 6. Bim. Mais chaque fois que vous tapez votre adversaire, il a droit à un lancer, et uniquement un lancer pour essayer d'appliquer un jet défensif. On dit comme ça, ça paraît over. Il y a trop là, ils nous ont montré. Il y a 7 attaques. 2, 4, 6, 7 attaques. Quelques jetons d'altération. Enfin,
Si vous cherchez la symétrie, c'est un jeu ultra dynamique. C'est ce que je disais à Simon sur une dernière vidéo. C'est pour ça que je suis étonné qu'on n'ait déjà pas parlé de Dice Throne. C'est très proche de Star Realms et Realms dans ces trucs où on a envie de se poutrer la tronche. Un match sans le système de placement. Ce que j'allais dire, ouais. Un Ouais. match, mais moins affrontement, moins... Moins abstrait, placement important sur le Exactement, plateau. Deux jeux. Oui, je commence à fatiguer, donc je commence à faire le décompte. Ah, je vous quitte dans 2 jeux. Muséum Pictura. Alors moi j'ai Muséum dans ma ludothèque et quand on me dit il y a un jeu dans le même univers qui arrive à peu près, mais dans l'univers pictural, je suis là, oh si j'avais su, j'aurais attendu parce que bon j'adore la peinture. Ah ouais, non mais là, amateur de beaux-arts, regardez-moi ces petites cartes. Eh ben vas-y, fais un zoom sur une carte et moi j'explique ce qu'il y a à voir. Chaque carte a 3 informations importantes. Son numéro qui correspond à son artiste, vous voyez, tous les Van Gogh, c'est des 30. Sa couleur qui va correspondre à la période, le bleu c'est l'impressionnisme. Et la petite icône qui correspond à quel type de peinture c'est. Ici, dessous. Peinture religieuse. Là, c'est une peinture, un portrait. Exactement. Ok. Et J'ai dessous, trop vous envie de avez jouer. les informations un peu Wikipédia. Et moi, ce que j'ai apprécié, alors c'est complètement à côté. Alors le muséum précédent, non, il a été illustré par Dutré, pas celui-là. C'est qu'en plus du tableau, vous avez toujours un élément qui vous permet de le mettre en perspective et de vous Voir rendre la compte taille. de la taille du truc. Trop bien, non, mais c'est bien pensé ça. Ouais. Tu me donnes envie là. Ah, je te donne envie. Oh oui. Je le savais. Je donne des envies ludiques. Je dis que des bêtises. Si vous avez déjà le muséum, la seule chose que je vous dirais, c'est que c'est très proche. Ça a été un peu facilité où vous allez pouvoir jouer une carte en défaussant une carte et pas en défaussant la valeur qui était indiquée dessus. Et c'est surtout, en fait, c'est plus riche en interaction. Vous n'allez pas vers la fin de partie avec laquelle vous êtes à l'aise. Parce qu'il y a moyen de faire plein de petits points de victoire au cours de la partie et de mettre fin à la partie prématurément. Donc, vaut mieux faire 7 fois 3 points que préparer votre gros 15 points pour la fin de la partie. Surtout si l'adversaire qui va vite vous laisse pas terminer. Qu'est-ce que vous faites au début de votre tour? Vous venez piocher 2 cartes peinture, comme ça vous les mettez dans votre main. Ensuite, T'as eu quoi? j'ai eu Leonardo de Da Vinci Oh. et j'ai eu Paul Cézanne, l'éternel féminin. C'est à Los Angeles, donc je n'ai pas vu ça. Et vous allez devoir donner une carte. Ça, c'est le plateau qui est au centre de la table. C'est tous les musées internationaux. Vous trouvez Madrid, vous trouvez Tokyo, vous trouvez Moscou, vous en trouvez plein. Vous allez devoir donner un tableau à un musée international, en sachant qu'il y a des cartes tendances au-dessus. Ah ben tiens, je donne une carte à ce musée-là. Et tu vois, alors c'est le peintre 23 qui l'intéresse. Moi, je lui donne un 28. Mais c'est les peintures de ce type-là, les peintures, on va dire, historiques peut-être. Hop. Donc, je gagne 2 points de victoire. Ok. Par contre, je vais prendre ce tableau-là, il faut que j'en prenne un autre. Et là, je lui ai pris une carte verte à Moscou. Et donc, je perds un point. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de donner des cartes qui intéressent les musées et d'en prendre dans celles qui les intéressent pas. Comme ça, tu perds rien. Tu vois, il y a moyen de faire des points de victoire en cours de partie. Et ensuite, je vais pouvoir poser des cartes de ma main sur mon tableau, en essayant de faire des collections. Plein de cartes impressionnistes, on s'en fiche des icônes, ou plein de cartes du même icône, on s'en fiche de la période. Des cartes avec un petit point commun. Sauf que quand je veux construire une carte dans mon musée, je dois en mettre une autre dans la cave. Et cette carte-là, elle va pouvoir être construite par les autres joueurs. Oh. C'est ça. Patatras. Eh ben oui, moi je préfère poser mon Leonardo de Da Vinci. Alors mon Vermeer, tu vas peut-être... Je te comprends, tu sais, la peinture flamande, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'est particulier, ouais. Les portraits flamands, moi je suis très peinture italienne de toute façon. Donc, T'es ma Leonardo da best. Vinci, T'es ma best. Et ensuite, vous allez pouvoir déclarer que vous avez... ou alors, au lieu de construire des cartes, vous allez pouvoir dire « Moi, j'ai 3 natures mortes, moi, j'ai 4 natures mortes pour faire une collection. » Et récupérer des jetons. Tout ça, c'est les petits points de victoire au cours de la partie. Sauf que si vous commencez à mettre 4 natures mortes côte à côte, 4 tableaux de renaissance côte à côte, etc. Votre musée, il a plein de micro-expositions. Et pour la fin de la partie qui va vous demander d'avoir des plus grandes collections, ça ne sera pas terrible, mais vraiment toutes les stratégies peuvent marcher. Il faut vraiment veiller à ce que font les autres joueurs.
Il y a aussi des mécènes qui vont pouvoir vous rapporter des points, mais il va falloir que vous ayez ce qu'ils demandent. Tu vois, Longby, il veut que j'ai 2 David dans mon musée. Eh, tu m'étonnes. Il a bon goût, hein. Ouais. Oh, c'est très très thématisé. Ça fait Paolo. plaisir. C'è Paolo, Simone Martini. Voilà. Moi, j'aime... mais mécaniquement, ça me transcende pas non plus. Mais Thématiquement. thématiquement, voilà. Ça fait partie de ces rares jeux où je craque juste à cause du thème. J'ai Muséum en sempiternel facing chez moi, avec un livre à exposer devant, parfois, souvent mon humeur plus forte. Puis c'est chouette parce que c'est un jeu qui parle du réel. Hein, et Ouais. ça change un peu des elfes et des oui. paladins, que sais-je. Bah tiens, on est dans le réel, mais dans le réel passé là, non? Oui. On est chez Stroganoff. Alors, un jeu... C'est qui? C'est Michel Stroganoff? Ouais, c'est la Ah. famille des... D'ailleurs, j'étais marqué pourquoi ils l'ont écrit avec un V. Écrivez-le avec un V, avec 2 F, comme vous préférez. C'est un jeu d'Andreas Steding. J'aurais fait la colle. Ils n'avaient pas le nom Simon, virez-les tous. Ils n'avaient pas que c'est Si, l'auteur. non, t'es méchante! C'est pas vrai, t'as hésité, il a fallu que je te donne un indice. Ça commence par H. C'est- Je l'ai eu, hein, je l'ai eu. Bon, tu Bon, l'as. allez. Tu peux tous les virer sauf Thomas, qui est mon collègue préféré. Donc, un jeu d'Andreas Steding, l'odeur, ça sent... Un show olfactif, c'est très à la mode en ce moment. Hein. Oui, non, c'est déconseillé. C'est un jeu de l'auteur Danza Teutonica. C'est pas un jeu aussi riche en, Aïe, 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 j'adore celui-là en plus. en, Hein. en interaction. Ça va vous rappeler Parks. Mécaniquement, c'est très proche de Parks, sauf que c'est beaucoup plus riche et c'est beaucoup plus exigeant. Et c'est le même type d'interaction que dans Parks. La comparaison avec Parks, je pense que vous la verrez partout. C'est un jeu, alors le thème pourrait en choquer certains. Oh, c'est un peu le bazar. C'est un jeu dans lequel vous allez venir chasser sur les différentes terres, récupérer des ressources, récupérer des fourrures, et que vous allez venir échanger pour pouvoir faire des actions. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à votre tour? Vous déplacez votre petit cosaque d'une ou 2 cases, et ensuite je vais pouvoir faire une action de base. Et là où c'est génial, c'est que tout est inscrit sur le plateau. Je vais pouvoir faire une action de base qui est de prendre une pièce. Les pièces, c'est des bonus, ça permet d'aller de chasser plus, etc. Je vais pouvoir déplacer, reculer, parce que comme je suis obligé d'aller de l'avant, je peux aller ou encore plus loin, ou je peux reculer. Je peux venir récupérer des chevaux. Les chevaux, c'est pareil, ça permet de chasser les fourrures plus intéressantes. À cheval, tu poursuis plus facilement Un lièvre. le glouton que le lièvre, tu vois. Et où je vais pouvoir chasser. Et ça, c'est ce que vous allez essayer de faire le plus souvent possible. Chasser. Il y a des fourrures, elles sont classées par ordre croissant. Quand je chasse, je prends la plus petite fourrure. Si je veux chasser 2 fois, il faut que je paye. Eh oui, c'est le droit de braconnage, mon coco. Eh oui. Si je veux chasser, pas 2 fois, mais la tuile qui est en suivant, il va falloir que je dépense des chevaux. Donc, vous commencez à voir toutes ces petites Je ressources vois, ouais. qu'il faut gérer au mieux. Pourquoi faire? Bon, on y vient. Parce que ça, c'était l'action de base, comme on dit. Maintenant, vous allez pouvoir faire 1 ou 2 actions supplémentaires. La première action, elle est gratuite. La deuxième action, si vous voulez la faire, elle va vous coûter une blinde en fourrure. Mais si vous en avez les moyens, lâchez-vous. Vous allez pouvoir faire des actions qui vous permettent de profiter d'un bonus au village. Par exemple, ici, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir construire des minces. Je vais dire des contreforts, mais c'est pas ça. Quand tu construis un petit point où tu peux venir réattaquer, on va pouvoir construire allez, tu construis Une barricade? Ouais, c'est pas une barricade, mais j'ai oublié le vocabulaire. Dans le lieu où tu es, parce qu'en fait, tu peux toujours faire l'action avancée dans le lieu où est ton cosaque, ou dans le lieu où tu as construit ton fort. Allez, je vais dire fort, mais corrigez-moi dans les commentaires, je dis que des bêtises. Je vais pouvoir faire l'action de la yourte, du yaourt. L'action de la yourte, sauf que la yourte, elle disparaît, et il y a plein de petits bonus à se faire, de la piste. Vous voyez, c'est tout des trucs intercroisés. Ça, je grimpe sur la piste de musique, et dès que j'arrive en haut de la piste de musique, j'ai des bonus à gagner. Ah, mais encore des chevaux pour aller plus loin, etc. Ça, c'est les souhaits du tsar. Les souhaits du tsar, donc c'est aussi une action avancée, vous voyez. Dans ce lieu-là, crac, je peux faire ces 3 actions avancées ici. Ah oui, en effet, c'est vraiment du Parks aux hormones, quoi. Hein, C'est du parc aux hormones, exactement. Ici, le souhait du tsar, il veut que j'ai chassé 4 lièvres. Mais il me demande d'en défausser 3, c'est la TVA. Et ça me dit que chaque fois que je prends l'action une pièce, ça c'est un peu une amélioration d'action, je gagne aussi 1 point de victoire.
Donc il faut Ok. les faire suffisamment tôt. Hmm. Mais choper 4 lièvres, ça nécessite que tu n'aies rien fait pendant quelques tours. Le jeu se joue en 4 années, 3 saisons où on avance. À l'hiver, on revient au point de départ, il faut recommencer. Vous allez aussi pouvoir venir acheter les tuiles dans le but de faire des collections de types de lieux différents. C'est d'une richesse complètement. C'est joli aussi. Ah bah oui. Non, Bah, comme un parc. c'est... Ouais, on est dans un... On n'est pas dans les parcs nationaux américains, mais... On est dans les. Dans la en taïga, là. Sibérie. Ouais, la taïga, hein, c'est Ouais. ça. Hein. La toundra. La non toundra, la La toundra, la toundra. On est dans Mon la prof de toundra. géo de 5e doit se... On doit se retourner dans sa tombe. Bon, j'espère... Ah, J'espère. le Monsieur toundra, Rose, il est pas mort, c'est Monsieur pas Rose. les steppes. Je vais te mettre le doute. C'est pas les steppes, la Sibérie? C'est les steppes. Les steppes... mais une toundra, c'est une steppe froide, non? C'est pas ça? Oh, pff, corrigez-nous dans Ami les géographe, corrige-nous. Regarde, et ça, regarde, au début, la première fois, je râle, je dis, mais il est moche cet ours. Et en fait, je suis allé regarder l'index, c'est un glouton. Et une fois que tu comprends que c'est un Mais glouton, oui. tu fais, ben oui, c'est pas un ours. Parce que l'ours, lui, il est mignon, il est là, Tu l'ours. vois? Et chaque fois que tu prends un ours, c'est Ah. c'est presque la fourrure la plus chère. Tu grimpes de 2 sur la piste de la musique parce que les gens vont compter ton histoire. Parce que la fourrure la plus chère à récupérer, c'est celle du tigre. Oh, le tigre des neiges. Ouais. Ah. Elle vaut 2 points de victoire si t'arrives à ne pas la dépenser à la fin de la partie. Non, c'est chouette. Si vous avez aimé Parc, c'est que vous aviez envie d'un truc de ce style-là. Vous voyez, le plateau, il est Conséquent. un peu plus conséquent. C'est très très chouette. Ça fait pas mal fureur à Essen. On a chacun un petit... En espace personnel joueur, on est assez... Il n'y a pas grand-chose, mais c'est tant mieux. Vous avez votre petite fiche comme ça. Même pas Donc- commode celle-là. Ouh, joli chapeau. Une toque. Je suis sûr que tu dis bêtises, c'est pas ça le vocabulaire. Vous avez un petit espace personnel, vous allez pouvoir grimper, c'est quand vous faites des trophées en défaussant des fourrures, grimper sur cette piste-là pour à chaque fois récupérer des bonus chaque fois que vous faites une action avancée Mhm. conséquente. Voilà. Non, ça... Bah écoute, c'est en plus d'être joli, ça m'intéresse parce que j'aime bien Parks, tu le sais, et... Tu fais plus que bien l'aimer. Oui, je l'aime beaucoup. Hein, il y en a qui Et- remplissent des parcs dans les rayons après toi, là, toute la journée. Bah c'est cool, un Parks aux hormones, why not? Allez, Oui. je teste. Je fais juste un dernier tour, on fait un dernier tour ensemble pour vérifier qu'on a Allez. rien oublié. Mais je crois qu'on est bon. Désolé encore pour la semaine dernière. La semaine prochaine, vous retrouvez le même binôme avec Thomas qui doit réviser les règles. Oh yes. J'espère qu'il n'y en aura pas 47. Hein, Ouais, c'est parce qu'on avait un peu de retard, sinon on est sur un petit 25-30, ne t'inquiète pas. Oui, mais voilà, facile. Hein. Allez, des bisous les gens, à bientôt. Ah, salut, salut.